Aujourd'hui, on profite de la valeur ajoutée d'Anaïs, qui est chez Up2 depuis un certain temps, mais je vais la laisser entrer dans les détails de son tracking record, comme on dit dans la vente, un peu plus tard. Et moi, je suis content producer chez Up2, j'anime le podcast Vive la vente dont je viens de vous parler. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est donc Anaïs. Je vais te laisser nous dire, Anaïs, depuis combien de temps tu es chez Up2, quelle est ton expérience passée? C'était d'ailleurs la première question de ce webinaire, telle qu'elle est prévue. Merci Paul-Étienne pour cette présentation. Je suis Merci de ravie participer. de prendre le temps avec vous aujourd'hui en espérant que ce soit instructif pour tout le monde. De mon côté, ça fait 3 ans que je suis chez Up2. Avant Up2, j'étais toujours dans les métiers de service, mais pour le coup dans l'hôtellerie de luxe. Donc j'ai évolué sur des fonctions sur le pôle commercial, des fonctions d'adjointe de direction, de responsable qualité. Et puis post-Covid, finalement, l'opportunité chez Up2 s'est présentée. Donc j'ai fait 2 ans sur vraiment les métiers du recrutement de ces profils commerciaux, de ces profils de croissance au sens large, avec une petite spécificité sur l'industrie. Et après 2 ans, mais chez Upto, on s'est structuré, on a pensé vraiment à la partie produit, donc à nos offres de recrutement. Et donc ça fait un peu plus d'1 an que je suis chef de produit. Et mon rôle au quotidien, c'est finalement de comprendre les tendances du marché, comprendre ces nouveaux métiers de la vente, comment la vente évolue, comment ça se retranscrit dans les besoins de nos clients, et puis également sur les profils des candidats qu'on rencontre au quotidien. Voilà, aujourd'hui, le but, c'est aussi de vous partager un petit peu ces constats qu'on fait depuis 3 ans chez Up2 en temps réel quand on échange avec nos clients et avec nos candidats. Au day-to-day, tes missions, elles s'articulent autour de quoi? Je pense que tu m'avais dit pendant qu'on préparait justement ce webinaire que c'était apporter plus de valeur ajoutée dans la proposition de valeur de chacune de nos offres, dont Oui. justement principalement le recrutement. Et avant, tu avais une spécialisation dans l'industrie aussi. Comment est-ce que ça s'articule dans ton quotidien? Bien sûr, au départ, j'étais vraiment sur la partie opérationnelle, donc pendant 1 an sur le recrutement de ces profils commerciaux pour nos entreprises, nos clients qui sont des entreprises B2B dans l'industrie. Et puis aujourd'hui, je suis vraiment passée de l'autre côté de la barrière où mon but, c'est finalement d'analyser le marché, d'analyser tous les retours qu'on peut voir, bien sûr, sur le marché, la concurrence, les clients, les candidats, de comprendre ces tendances du recrutement et finalement de penser nos services de recrutement autour de l'évolution du marché. Donc ça va être d'innover sur nos mécaniques, finalement nos modes d'évaluation aussi. Qu'est-ce qu'on va proposer à nos clients dans l'évaluation et le recrutement de ces commerciaux de demain. Donc voilà, mon rôle c'est vraiment de penser nos offres pour qu'elles aient le plus de valeur ajoutée pour nos clients. Et on va parler et revenir sur ce que signifient du coup les nouveaux métiers de la vente dans le cadre dans le scope de ton activité, Bien sûr. même si je vais éviter de faire trop d'anglicisme. J'ai déjà bien commencé avec Tracking Record et Scope. Après cette première question, moi j'ai une question pour vous. Ça va être notre premier sondage. Normalement, il doit apparaître à votre écran, en tout cas dans la présentation, et je vais vous l'envoyer tout de suite. La question est la suivante. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez en tant que professionnel de la vente B2B que vous normalement devez être ou aspirez à être si vous êtes sur ce webinaire? Je vous envoie le sondage tout de suite. Normalement, il devrait se lancer devant vos écrans dès maintenant et je vais vous laisser le temps d'y répondre. Donc les réponses possibles, c'est trouver et qualifier des leads, gérer les relations clients à long terme, les nouvelles technologies ou optimiser pour rester efficace. C'est en choix unique. J'avais envie de vous donner un petit peu ce dilemme, donc vous allez devoir choisir et je peux vous dire pour avoir les résultats que pour le moment c'est un petit peu partagé, même si il y a une réponse qui ne trouve pas preneur du tout pour le moment. Voilà, vous êtes déjà une trentaine à avoir répondu et vous êtes une centaine sur le webinar, donc je vais vous laisser un petit peu plus de temps et on va attendre qu'il y ait au moins 50% de taux de participation sur ce sondage. Voilà, vous êtes déjà 50, donc merci beaucoup. Juste histoire d'avoir un petit peu votre son de cloche. Comme ça nous permettra aussi d'orienter un tant soit peu la valeur ajoutée qu'on va vous proposer à travers notamment les réponses d'Anaïs, qui est là pour ça. Encore merci. Je vais peut-être le redire. Je l'ai déjà dit 3 fois, je vais essayer d'atteindre une dizaine. Et en parlant de nombre, vous êtes déjà 70. Je vais mettre fin au sondage et vous partager les résultats. La réponse la plus plébiscitée. Alors attendez, hop. Est-ce que je peux vous partager les résultats? Normalement, ils doivent s'afficher. La réponse la plus plébiscitée, mais franchement, c'est presque à équivalence. Ça va être plutôt optimiser les processus de vente pour maximiser l'efficacité. C'est bien. On va en parler. Il y a des rôles qui permettent d'optimiser ces process de vente. Ça viendra dans nos parties 7 et 8, vous le verrez. Et il y a bien sûr aussi utiliser efficacement les nouvelles technologies de vente et trouver et qualifier des leads. Ça va être gérer des relations clients à long terme qui tombent un peu moins. Mais bon, je vais concentrer surtout nos réponses sur Anaïs et on va revenir sur le thème de ce webinaire principalement qui sont donc les nouveaux métiers de la vente. D'abord, c'est quoi ces nouveaux métiers de la vente et est-ce qu'ils sont nouveaux pour tous? Effectivement, Paul-Étienne, je pense que nouveau métier de la vente, c'est quand même
une terminologie à prendre avec des pincettes parce que je pense que vous le voyez, hein, pour nombre d'entre vous, ces acronymes, ces métiers-là, ils ne sont pas forcément tous nouveaux en tant que tels. Vous avez sûrement déjà vu les intitulés de Key Account Manager, d'Account Executive aussi. L'objectif, pardon, de ce webinaire, c'est plutôt d'aller en fait sur ces métiers-là, sur leur quotidien et voir, mais finalement, avec la digitalisation des ventes, avec cette vente B2B qui est devenue de plus en plus digitale, notamment, mais comment en fait ces métiers vont s'articuler au quotidien, quels vont être les nouveaux outils qu'on va pouvoir utiliser et qu'on va pouvoir trouver sur ces familles de métiers pour être performants. Et puis mon objectif aussi, c'était finalement de sortir un petit peu de ce côté très binaire, un bon commercial ou un mauvais commercial. Comme on le voit ici, il y a plein de familles finalement de métiers, il y a plein de spécificités sur ces différents métiers de la vente. Et chacun, à mon sens, peut être performant sur ces différents métiers en fonction bien sûr de ses compétences, mais aussi de ses soft skills, de ses affinités. Et on va rentrer un petit peu plus dans le détail aussi finalement des soft skills qu'en tant que recruteur, on va rechercher sur ces différents types de métiers. Et grâce à notre étude des salaires qu'on propose chaque année et que Camille vous partagera plus tard dans le chat, on va aussi revenir sur la rémunération, tu l'évoquais. Je reprends un peu le flambeau pour évoquer un peu plus. Ah non, c'est pas encore à ce moment-là. J'ai encore une petite question pour toi, pardon. D'où vient cette émergence des nouveaux métiers de la vente? J'aime beaucoup parler de parcours d'achat. C'est aussi quelque chose que tu as beaucoup mis dans ta présentation pour aujourd'hui. Et surtout, quel pourcentage est-ce que ces nouveaux métiers représentent dans nos candidatures sur UpToJobs aujourd'hui? Oui, c'est une bonne question. Faut pas faire de généralité, bien sûr, mais on constate quand même que la vente B2B va avoir potentiellement des cycles de vente un peu plus longs, voire un peu plus complexes que certains types de vente B2C. Et donc finalement, on voit aussi que dans le parcours d'achat des consommateurs B2B, il y a quand même beaucoup de nouvelles technologies, que les comportements évoluent aussi. Et finalement, que les entreprises aujourd'hui, elles ont une vraie volonté de mettre de l'efficacité, de l'excellence dans les différentes étapes du cycle de vente. Et donc, pour ce faire, il y a eu quand même justement une vraie évolution sur ces entreprises qui vont scinder le cycle de vente avec des fonctions vraiment dédiées pour mettre un maximum d'efficacité et un maximum de performance sur ces différentes étapes. Donc nous, par exemple, l'année dernière, hein, sur les fonctions sur lesquelles on va se concentrer aujourd'hui, qui vont être la compte exécutive, le Key Account Manager, le Sales Development Representative, le Business Development Representative, on parlera des termes un peu plus francophones après, derrière ces acronymes-là, ça représentait à peu près 20% des candidatures. C'est quand même beaucoup, je trouve, 1% des candidatures. Et tu l'as bien évoqué, la vente a changé. Absolument, ouais, ouais, c'est quand même beaucoup. Alors bien sûr, il y a quand même une prédominance hein, sur les profils de Key Account Manager et d'Account Executive hein, en termes de volumétrie d'annonces qui sont publiées. Malgré tout, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que aujourd'hui, hein, plus de 30% nous des annonces qui sont publiées sur l'année, ce sont des postes de commerciaux terrain. Donc on a quand même toujours ce commercial terrain qui est en tête d'affiche finalement des postes les plus recherchés et les plus diffusés Et sur les c'était aussi job boards. l'objet de mon introduction sur la guerre des talents, bien sûr. Tu les as évoqués, tous ces postes, et je vais y revenir juste une petite fois pour que vous ayez un peu une idée des étapes qu'on va traiter aujourd'hui dans cette masterclass. On va parler de tous ces postes qui peuvent s'afficher sur la gauche, que je ne vais pas répéter, mais pour vous donner une idée, on va les traiter comme ça, dans cet ordre. Donc d'abord un petit peu les postes les plus proches du cycle de vente et de l'interaction client, et en dernier, plutôt les postes qui sont en charge de la performance, de prendre du recul sur les process, et puis aussi sur la formation, mais aussi les résultats et la data dans le cycle de vente. Donc voilà un peu le sommaire de nos questions, à commencer donc par le SDR, le Sales Development Representative. Et cette première question opérationnelle pour toi, Anaïs, c'est quoi tout simplement un SDR? Ça peut Euh, changer en plus beaucoup en fonction des entreprises, évidemment. Évidemment, c'est très important d'ailleurs d'avoir en tête que là, les intitulés et ce qu'on va dire autour de ces intitulés de poste, ce n'est pas forcément une vérité absolue, puisqu'en fonction des secteurs d'activité, des tailles d'entreprise aussi, les intitulés, pardon, peuvent varier. Et ce qui est vraiment important, c'est finalement en tant que candidat, mais aussi en tant qu'entreprise, quand on veut recruter ce type de profil, d'aller dans le détail des missions quotidiennes qui vont être demandées ou proposées. Et donc, pour te répondre, Paul-Étienne, le SDR, très concrètement, c'est la porte d'entrée d'un prospect. Donc, le SDR, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère des leads qui sont issus du marketing.
Un lead issu du marketing, ça peut être un prospect qui s'est rendu sur un site internet et qui a téléchargé un contenu ou une étude. Qui a Et assisté à un webinar. qui a assisté à un webinar, tout à fait. Et son but à lui, c'est en fait de générer la première prise de contact avec ce prospect qu'on qualifie en général de tiède ou chaud en fonction de son niveau de maturité. On retrouve quand même pas mal ce type de profil dans la tech, dans les startups aussi. Et il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui structurent vraiment leur cycle de vente et donc qui mettent l'accent sur ces fonctions SDR ou BDR. Donc, on l'a dit, c'est vraiment la porte d'entrée finalement d'un prospect. Et c'est un poste sur lequel pardon, on apprend les bases du commerce très vite. Donc, c'est un peu une formation en accéléré. C'est d'ailleurs souvent un premier poste commercial. On constate beaucoup des profils effectivement sortis d'école ou avec 1 ou 2 ans d'expérience qui vont aller sur ce type de fonction-là. Très clair. Et la rémunération, on le disait avec notre étude des salaires qu'on vous partagera un petit peu plus tard, c'est vraiment, on va dire, un début de rémunération pour un commercial. Tu le disais, c'est un peu un tremplin pour un autre poste ensuite, mais ça atteint quand même souvent un package qui va atteindre 50 000 euros, ce qui n'est pas Oui, négligeable. tout à fait. Encore une fois, ça dépend de la localisation, ça dépend de le niveau d'expérience qu'on va rechercher sur le poste. Mais on est effectivement entre 26, 28, 30 de fixe jusqu'à 38 de fixe en fonction de l'expérience. Et de Et la puis région. après, et de la région, bien sûr. Et puis après, on a une rémunération variable qui va venir en général s'apposer à ce fixe entre 20 et 40% du package. Et cette rémunération variable, elle va être calculée différemment en fonction des entreprises, mais très souvent, c'est sur du volume de call, du taux de transformation, du nombre de rendez-vous qui a été pris, du nombre de deals qui va être closé ensuite dans le cycle de vente Bien sûr. issu de cette prospection. Donc voilà, il y a plein d'indicateurs qui permettent aussi de calculer ce variable. Je pense que c'est pas du tout un poste qui est, c'est pas, à mon avis, c'est le poste qui est peut-être le plus familier pour notre audience, et c'est pour ça que j'ai développé un sondage aussi sur ce poste. J'ai envie de savoir, pour vous, avant qu'on y revienne avec Anaïs, quelles sont les compétences que vous considérez comme les plus importantes pour justement le poste de SDR? On l'a dit, hein, Anaïs l'a dit tout à l'heure, c'est une proportion assez forte dans nos candidats, donc via vous en fait. Donc peut-être qu'il y en a certains et beaucoup d'entre vous qui occupent une position de SDR aujourd'hui. Je vais donc vous partager ce deuxième sondage pour que vous puissiez y répondre et je vais vous donner aussi les réponses en direct. Alors attendez, hop, normalement, il devrait se lancer. Hop là, normalement, le sondage devrait être sur votre écran. Vous me dites dans le chat s'il ne s'affiche pas, ça charge un tout petit peu de mon côté. Hop là, hop là. Hum. Petit souci technique sur le sondage. Je ne sais pas s'il s'affiche, vous me dites dans le chat, j'ai pas l'impression encore. Non, pas encore de sondage. Bah écoutez, il doit y avoir un tout petit souci. Je vais m'accorder 30 secondes et sinon, on le passera ou vous pouvez nous répondre directement dans le chat, hein, de toute façon. Alors, hein, voilà, on y est. Désolé pour cette petite latence. Normalement, le sondage s'affiche sous vos yeux. Ah, pardon, en plus, je vous ai partagé le mauvais sondage. Attendez, excusez-moi. Je vous ai partagé le mauvais sondage, je vous ai partagé notre troisième sondage, donc je vous ai un petit peu spoilé. C'est ce deuxième sondage, pardon pour ce petit couac technique, c'est ce deuxième sondage sur lequel on va se concentrer. Quelles compétences considérez-vous comme les plus importantes quand on est SDR? Je vais vous afficher aussi les options à disposition, la communication, les outils de prospection, la résistance face au refus ou la connaissance approfondie du produit. Bon, à cause de moi, on va pas laisser trop de temps, donc je vais attendre une cinquantaine de réponses pour mettre fin à ce sondage et vous partager les résultats. Et je rappelle une dernière fois, comme je vois les questions dans le chat, que les questions-réponses, c'est dans l'onglet questions et réponses. On y répondra à la fin de ce webinaire. Et pas de participation à l'audio, donc n'hésitez pas à continuer d'interagir avec nous via le chat. Et enfin, non, je crois que j'ai tout traité. J'attends juste vos réponses et je vais pouvoir vous partager rapidement les résultats sur lesquels on va revenir très brièvement avec une grosse prédominance sur la résilience face au refus, quelque chose que beaucoup de ces nouveaux métiers de la vente vont essayer justement de préparer et de préparer notamment des contreparties. On y reviendra. Alors, normalement, le sondage
ne s'affiche plus. Je vais revenir sur notre présentation et on va continuer sur le poste de SDR avec nos dernières questions sur le sujet. Pour toi, quels sont les principaux défis justement que rencontrent les SDR aujourd'hui? Bien sûr, ça fait lien avec la notion de résilience que vous avez tous évoquée, on va en parler, hein. Mais je pense que peut-être si on reprend un petit peu de manière chronologique finalement l'ordre des choses, dans les enjeux du SDR, si on part du principe que le SDR, c'est une fonction qui a été créée par les entreprises qui ont la volonté de scinder les étapes du cycle de vente pour mettre un maximum de performance dans chacune d'elles. Les directions vont forcément avoir un regard particulier sur cette fonction de SDR, puisque c'est la fonction qui a un impact direct sur la création d'un pipeline d'affaires et donc sur le chiffre d'affaires potentiel futur. Donc il y a quand même un vrai enjeu derrière cette position-là, et c'est un métier qui est difficile, vous le disiez effectivement dans la réponse au sondage. Aujourd'hui, c'est une réalité. On en a marre d'être appelés. Les gens en ont marre d'être appelés. Et donc, finalement, en tant que SDR, il y a un vrai défi, c'est d'être très bon, très vite sur l'ensemble de la palette des compétences commerciales, que ce soit sur une introduction impactante, sur une bonne phase de découverte avec des questions ouvertes, sur une détection des enjeux qui soit rapide. Aussi sur le côté creuser une douleur rapidement, le synthétiser, savoir ou non s'il y a un vrai potentiel derrière ce prospect, donc être capable de qualifier rapidement la maturité et le potentiel du prospect, et puis de conclure en fixant un rendez-vous. Donc tout ça, c'est une palette quand même qui est assez large de compétences et qu'il faut acquérir finalement très vite auprès de personnes qui en ont marre d'être appelées. Donc bien sûr que c'est un métier où on perd plus que ce qu'on gagne. C'est une statistique que tu me donnais. D'ailleurs, 80% des deals qui nécessitent jusqu'à 5 relances pour se conclure positivement. Absolument. C'est une étude HubSpot. HubSpot, Salesforce aussi, on a parlé, a tiré les mêmes conclusions. C'est la résilience dont tu parlais finalement. C'est la résilience qui revient beaucoup et vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est un métier, effectivement, où on perd plus que ce qu'on gagne. Donc, cette résilience fait partie, en tout cas, de ce qu'on va rechercher chez ce type de profil-là. Et puis, au-delà de cette résilience, je pense qu'il y a quelque chose qui est important aussi dans les fonctions du SDR, on l'a compris. Son but, ça va être de faire cette qualification et puis de positionner un rendez-vous sur l'agenda d'un account exécutif, hein, donc une autre personne dont on va parler après dans le cycle de vente. Et donc finalement, c'est aussi être en mesure d'accepter de ne pas aller au but, de ne pas aller au bout et de ne pas closer le deal. Et je pense que ça, en tout cas, nous, c'est vraiment un constat qu'on fait. C'est pas évident de trouver cet équilibre, d'être assez joueur, assez persévérant, très résilient, conduire jusque 5 relances pour avoir un oui, pour positionner un rendez-vous et finalement ne pas closer le deal. Donc, je dirais que ça fait vraiment partie des défis aujourd'hui, nous aussi, qu'on rencontre, de trouver cet équilibre chez les candidats et même en tant que, finalement, de manière très personnelle, d'arriver à trouver ce juste équilibre. Où est-ce que je mets le curseur et est-ce que c'est un poste, finalement, sur lequel je vais me projeter à horizon 3 4 ans? On le constate, c'est un poste sur lequel on a un turnover à peu près tous les 2 ans en moyenne sur le C'est ce marché. que tu disais tout à l'heure, et Ouais. notamment avec le poste d'AE qui peut les attendre ensuite. Une dernière question sur les SDR, on le disait tout à l'heure, c'est une des fonctions qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils peuvent tirer parti des nouvelles technologies pour améliorer leur efficacité? Prioriser, c'est quand même une Bien sûr. tangente hyper importante, encore plus aujourd'hui où la tendance est dans le faire plus avec moins. C'est une très bonne question. Je pense que forcément le marketing, puisque c'est la source même en général de cette base de données qui va être exploitée par le SDR, le marketing va avoir un fort impact dans le quotidien du SDR. C'est ce qui va lui permettre de générer aussi les opportunités de qualification. Donc en termes d'outils et de nouvelles technologies, bien sûr que la maîtrise du CRM va être extrêmement importante. Je dirais avoir cette affinité finalement et cette compréhension de tout ce qui est marketing automation, lead generation, qui sont des termes, des anglicismes, effectivement, mais qu'on retrouve beaucoup autour de ces modules du CRM qui vont en fait finalement compiler toute cette data exploitée pour le SDR. Donc au-delà de ce côté compréhension et bonne exploitation de la source de la donnée qu'on va exploiter, par le CRM, par les modules marketing. Il y a bien sûr un vrai enjeu pour le SDR, c'est d'être en capacité d'utiliser un maximum d'outils pour finalement être performant et arriver assez fin, assez vite
Je dirais que le premier, bien sûr, c'est le téléphone. Ça paraît tout bête, mais en effet, savoir utiliser les nouvelles technologies, mais le téléphone, c'est important, que ce soit via les appels, via les SMS, mais aussi par WhatsApp, par exemple, faire des notes vocales qui sont impactantes et qui vont créer en tout cas une petite curiosité chez le prospect. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Bien sûr, il y a LinkedIn, toute la partie Sales Navigator, InMails, qui est quand même un vrai terrain de jeu qu'on exploite aussi beaucoup chez nous. Il y a pas mal d'outils aujourd'hui d'analyse des données CRM, hein, qui permettent d'avoir aussi une prospection et une stratégie plus intelligente dans la Tu manière parlais de Lead d'aborder Show, par exemple, et Etihad tout à l'heure. exactement. Euh, des sujets aussi de veille concurrentielle qui est très important. Nous, chez Up2, par exemple, sur la partie recrutement, on Le a un robot. robot, un fameux robot qui va venir finalement chercher les différentes annonces sur les différentes plateformes d'emploi qui auraient le terme commercial, marketing, ops manager commercial, et qui vont finalement arriver dans notre pipeline de prospects, tièdes, chauds potentiellement, et qui vont être à qualifier. Donc, cette partie veille concurrentielle va être très intéressante. Bien sûr, il y a toute une dimension de suivi d'actualité. Tout ce qui est suivi des levées de fonds, Google Actualité aussi, pour être en mesure d'avoir une bonne connaissance et une bonne préparation en amont de son call. Et puis, le petit bonus qu'on utilise aussi pas mal chez Up2, ça va être tous les outils d'analyse conversationnelle. Mojo. Mojo chez nous, il y en a d'autres bien sûr, mais ça permet aussi finalement d'avoir une meilleure transmission de la data entre le SDR, la compte exécutive, et puis même dans une logique d'entraînement, de réponse à objection. C'est intéressant de pouvoir se réécouter, d'analyser nos réponses à objection et potentiellement de trouver finalement sur tel segment des objections qui sont fréquentes, de pouvoir les analyser et de construire des réponses à objections qui vont être pertinentes et qui vont nous servir à mieux convertir derrière un rendez-vous. Très bien répondu. Si vous avez des questions, notamment sur ces outils, l'utilisation qu'on peut faire de Mojo, que ce soit sur les transcriptions d'appels ou la data dont tu parlais pour gagner en efficacité, n'hésitez pas à nous les poser dans l'onglet questions et réponses. Mais pour le moment, à nos questions et à tes réponses, on va passer à la troisième position, la position de BDR, qui peut souvent être confondue avec la position de SDR. Et d'ailleurs, ça dépend relativement des organisations. Mais aujourd'hui, on va essayer de vous donner les conseils les plus opérationnels possibles, tout en restant un peu généraliste, pour qu'on puisse répondre justement à toutes vos curiosités. Et cette curiosité, c'est la suivante. C'est quoi la différence finalement entre le rôle d'un SDR et celui d'un BDR? C'est une très bonne question puisque finalement, ce sont des rôles qui sont très proches. Très souvent, d'ailleurs, nombre d'entreprises ne différencient pas systématiquement dans les intitulés, d'où l'importance d'aller regarder les détails des missions. Mais la vraie différence, c'est que concrètement, le Business Development Representative, le BDR, lui, il va chercher lui-même ses prospects. C'est-à-dire qu'il va les contacter par sa propre initiative. Il n'a pas ses leads entrants du marketing. Donc, la vraie différence, c'est que le BDR, on va plutôt traiter de leads froids, comme on les appelle, de prospects, pardon, froids, là où le SDR va avoir des prospects qu'on va qualifier de tièdes, voire chauds, en fonction de son niveau de maturité dans la réflexion. Et donc concrètement, le Development Representative, le BDR, il part de zéro. Euh, et on le voit pas mal dans les intitulés aussi. Finalement, le BDR peut aussi être présent, en tout cas sur les job boards, sur les annonces, sur une fonction de SDR outbound. On voit beaucoup inbound et outbound. Outbound, c'est sorti, aller chercher finalement le prospect. Donc, on parle vraiment de prospect froid. Là où inbound, ça va être récupérer de la data depuis un CRM ou d'ailleurs d'autres moyens. Et on va plutôt être sur ces fonctions de SDR dont on parlait tout à l'heure. Très clair. Merci beaucoup Anaïs d'avoir fait justement cette bonne clarification des deux postes et de leurs différences. Pour y revenir brièvement de mon côté, c'est grosso modo exactement le même package. On reste sur des rôles d'entrée de poste. Oui, bien sûr. Sur le BDR, en fonction des entreprises, on peut avoir une rémunération un peu plus importante de par cet aspect business développement où on part de zéro, où il y a quand même un côté un peu plus proactif qui va être attendu. Et donc, en fonction de l'expérience aussi, on peut avoir un package légèrement au-dessus. Mais en général, comme les entreprises ne font pas souvent la différence, je Mhm. dirais, on constate ces rémunérations moyennes. Ouais. Tu le disais, il faut avoir une certaine résilience, que on soit SDR ou BDR, et c'est ma prochaine question. Donc, tu m'as donné une transition toute trouvée. Quelles sont, pardon, les compétences pour être un bon BDR dans le contexte actuel de la vente B2B? Donc, bon, j'ai mis les compétences
essentiel? Bien sûr. Je trouve que les réponses au sondage étaient bien sûr tout à fait pertinentes. On a beaucoup parlé de ce côté résilience, persévérance. Je pense qu'on peut quand même le coupler au côté joueur, parce que si on met pas un peu de jeu et un peu de légèreté, ça peut être un poste qui peut être en effet assez difficile, hein, ça l'est déjà, mais qui peut en tout cas être un peu pesant, je dirais. Mais à côté de ça, moi je pense qu'en compétence vraiment essentielle, et ce qu'on constate sur les profils qui fonctionnent bien, qui prennent du plaisir aussi sur ce poste de SDR ou de BDR, c'est la créativité. La curiosité et la créativité, parce que la créativité va te permettre d'utiliser tout un panel d'outils au bon moment, de manière différente, et finalement de passer des barrages de manière un peu différente des autres. En étant créatif, bah, finalement, ton prospect qui va se faire appeler, si tu as une démarche qui est un petit peu différente des autres, bah, ça va susciter un impact, ça va susciter un intérêt, Tu une parlais émotion. des notes vocales, par exemple. Les notes vocales, par exemple, qui fonctionnent effectivement Il y en a plutôt. d'autres qui envoient des vidéos sur LinkedIn, autre Oui, exemple. nous, chez nous, on a aussi effectivement bah, des commerciaux qui vont envoyer des vidéos de même pour faire une relance. Oui, ça peut attiser la curiosité, comme tu le disais. Absolument. Il y a un côté esprit d'équipe qui est très important puisqu'on en parlait, hein. Il y a ce côté très joueur, très challenge, beaucoup de résilience, mais il y a aussi ce côté accepter de transmettre finalement un solide et que ce lead soit closé par une tierce personne, un compte exécutive. Donc cet état d'esprit d'équipe, il est très important. Et ça se traduit aussi par la bonne qualification de la data, transmettre un maximum d'informations exploitables pour l'autre, pour optimiser finalement la transmission d'infos dans le processus de vente. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé quand on a préparé ce webinaire. C'est une quote que j'ai Mm. reprise donc dans notre présentation. Chez Ouais. nous, la cerise sur le gâteau, c'est ceux qui savent exploiter les temps de silence, laisser des blancs, tu m'avais dit. Ouais, tout à fait. On remarque que ça fonctionne bien parce que une volonté parfois d'avoir un prospect un peu froid, qui n'est pas forcément très engageant dans l'échange, bah, ça résulte souvent de latence, de temps où on a naturellement envie de combler ce silence en balançant plein d'arguments et finalement, il n'y a pas vraiment d'impact. Et chez nous, les bons SDR, ceux qui arrivent à vraiment bien convertir, ont cette capacité à utiliser les blancs, les silences pour aussi créer une émotion, un intérêt, une curiosité chez le prospect et ça fonctionne assez bien. Susciter, toujours susciter. Et on passe à notre quatrième question, à notre quatrième poste, à notre quatrième partie. On va maintenant parler de account exécutive. Alors, ma question est la suivante. Comment le rôle de l'account exécutive a-t-il évolué avec la digitalisation des ventes? On parlait du parcours d'achat tout à l'heure, qui s'est quand même beaucoup digitalisé, autonomisé. Qu'en penses-tu? Bien sûr, alors dans l'organigramme, hein, la compte exécutif, c'est cette fameuse personne qui va récupérer le rendez-vous préqualifié par le SDR ou le BDR. Et donc son rôle, ça va être de négocier et de finaliser la vente, d'être sur la partie closing. Et pour être sur cette partie closing et être en mesure finalement bah, de closer efficacement, bien sûr qu'il faut utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition. On en a évoqué pas mal. C'est important d'avoir quand même en tête qu'aujourd'hui, près de 70% des acheteurs en B2B sont des millénials. Ça veut dire qu'ils ont grandi avec Internet et qu'ils ont des modes de consommation qui font qu'ils ont eu accès à de l'information en temps réel tout le temps. Et donc finalement, si on n'arrive pas avec une préparation béton, avec les bons renseignements pour créer de la valeur, créer de l'intérêt chez le prospect, bah, ça fonctionne pas. Et donc, en termes d'outils, bien sûr, pour créer de la valeur, on va reprendre les différents outils hein, qu'on a évoqués tout à l'heure. Mais je dirais que en effet, les enjeux, en tout cas de cet account exécutif, ça va être de créer de la valeur très vite, de prendre sa place très vite sur une visio, parce qu'il faut se mettre quand même à la place du prospect. Le prospect qui a potentiellement créé un lien avec le SDR ou le BDR et qui se retrouve là sur une visio avec un parfait inconnu. Donc je dirais que finalement la bonne maîtrise du CRM pour avoir toute l'info en amont et appuyer sur le bon bouton pour créer de la proximité auprès de ce prospect sur les premières minutes de la visio va être très importante. Et puis bien sûr une maîtrise voilà, de sa posture en visio aussi qui va être importante. Pour y revenir brièvement, la rémunération, évidemment, on passe à un palier d'après, donc ça va être autour de 40K, 70K de fixe, plus 25% de variable, donc un package intéressant. On vous partagera notre étude des salaires à la fin de ce webinaire, pas tout de suite pour pas qu'on se déconcentre, et on va rester justement sur le thème de l'account exécutive avec une deuxième question.
Quels sont les outils technologiques? Justement, on parlait de comment la Mm. technologie a changé le cycle de vente. Comment est-ce que le commercial, pardon, ou les commerciaux peuvent s'approprier cette technologie pour justement gagner en efficacité? Tu les as évoqués un petit peu. Oui. Si on pouvait y revenir brièvement, comment... D'ailleurs, la visio aussi fait partie de ces choses que tu peux ajouter. Totalement, je pense que c'est important de revenir dessus parce que avec la digitalisation des ventes et aussi suite crise Covid, hein, quand même, on voit que la visio a remplacé quand même pas mal de rendez-vous qui se faisaient en physique jusqu'ici et finalement, on y voit du bon et du moins bon hein, potentiellement, mais ce qu'on voit surtout, c'est que ça permet d'engranger plus de volume, donc plus d'opportunités potentiellement de deals sur une journée. On peut enchaîner 3 à 4 rendez-vous là où sur un rendez-vous physique, avec toute la logistique qu'il peut y avoir autour, ça peut être un peu différent. Attention, je nuance mes propos, ça dépend bien sûr des secteurs d'activité, de ce qui est attendu sur le poste aussi. Mais la visio, c'est vrai que, comme on se le disait, il faut que la compte exécutive soit en mesure de créer ce lien très vite, créer une émotion très vite, et ça passe par de la posture, par de la maîtrise finalement de l'outil, des différents modules de l'outil. Il y a différentes plateformes hein, de visio qui ont créé du mode picture in picture, qui permet vraiment d'être 100% sur son écran pendant le partage d'écran, de se voir sur une vignette. Donc il y a pas mal de modules et je trouve que c'est assez important d'exploiter au maximum les différents modules de la visio que vous utilisez. Parce qu'on le voit, ça crée de la fluidité dans l'échange aussi. Bon, on a parlé du CRM qui est très important, des actualités aussi qui va permettre de créer du lien très vite, de cibler des enjeux stratégiques aussi chez le client qui vont être importants. Et puis LinkedIn, on en parle, mais je dirais que de manière un petit peu plus perso, ce qui fonctionne bien, c'est finalement de se rendre sur le profil du prospect et puis d'identifier une relation en commun, bien sûr, un diplôme, une école dans laquelle on serait passé. Et là, ça permet de créer du lien très vite. Et enfin, on se le disait, moi j'aimerais mettre le focus sur l'analyse conversationnelle aussi, dans une notion d'amélioration continue, d'arriver sur un rendez-vous de présentation de proposition avec les enjeux qui sont retranscrits correctement, en mettant finalement le doigt sur les points les plus importants et sans déperdition d'informations entre les rendez-vous. Très clair. Merci beaucoup Anaïs pour cette réponse. J'ai bien aimé aussi ce que tu disais sur la visio. Peut-être que ça pourra faire l'objet d'une petite capsule commerciale pour parler notamment de tous ces avantages qu'on peut mettre à sa disposition pour réussir un rendez-vous en visio. Mais pour le moment, on va passer à notre cinquième poste. Ce cinquième poste, c'est le Key Account Manager. On va aussi essayer de faire la différence d'ailleurs avec le account exécutif tout à l'heure. Mais d'abord, c'est quoi la spécificité du rôle de Key Account Manager justement dans la gestion des relations clients? Bon, je pense que c'est un rôle qui parle, en tout cas, plus ou moins à tout le monde, hein. Ce qu'on entend beaucoup, bien sûr, c'est que c'est un poste qui est très orienté sur la relation client, qui assure la pérennité de la relation commerciale entre les clients stratégiques qu'on a identifiés. Et il y a une vraie dimension de long terme, finalement, sur l'approche Key Account Manager. Bien sûr qu'il y a des missions d'upsell, donc de vente supplémentaire sur notre gamme de produits, de cross-sell, donc de vente de gamme de produits différentes. Et ça, c'est quand même partie intégrante du rôle de Key Account Manager, selon moi, puisqu'il passe vraiment du temps avec son client et ça lui permet de connaître au mieux les besoins et d'anticiper surtout les besoins de ses clients. Et là où j'aimerais aussi peut-être mettre un point d'attention, c'est que en fonction des secteurs d'activité, des entreprises, comme on l'a déjà dit, il y a plein de définitions. Et on voit d'ailleurs beaucoup chez nos clients une différence entre le compte clé et le grand compte. Et comment eux, en tout cas, le traduisent, la distinction, c'est un grand compte, pardon, très souvent, c'est désigné par sa taille, par son chiffre d'affaires, son nombre de filiales. Si c'est une entreprise qui fait partie du CAC 40, du SBF 120, là où un compte clé n'est pas forcément, bien que souvent, mais n'est pas forcément Ouais, un compte en de fonction de grande taille. l'envergure, oui. Exactement. Il va plus y avoir une dimension d'objectifs stratégiques communs par rapport à la stratégie de sa propre entreprise et les enjeux du coup de ce client en question. Si je te prends un exemple, moi je suis fabricante textile, je veux développer une gamme ultra durable sur mes produits. Ben, mon enjeu sera en tout cas de construire une relation de long terme avec un distributeur précis qui lui portera ces enjeux durables. Et finalement, pour moi, ce sera un compte stratégique, là où pour mon concurrent, ça ne le sera pas forcément.
Donc il y a quand même, je dirais, cette différence qu'on peut quand même pas mal constater. Et puis, du coup, dans cette logique-là, parfois, on comprend dans les fiches de poste aussi qu'un grand compte va être attendu sur des résultats peut-être un petit peu plus directs, sur un portefeuille potentiellement aussi un petit peu plus large, ou pas d'ailleurs, mais des résultats un peu plus directs. Et bien sûr, à pérenniser sur le long terme. Là où sur un key account, un profil un peu compte-clé stratégique, on va avoir une dimension vraiment plus enjeu 3-5 ans, stratégie, avec peut-être un peu moins de résultats directs attendus aussi. Très clair, une nouvelle fois. Merci Anaïs, on a bien préparé ce webinaire. Il y avait autre chose que j'ai bien aimé aussi dans ce que tu as dit, c'est quelque chose que j'avais aussi entendu lors d'une dernière masterclass, si vous étiez déjà là, avec Gessim. Le meilleur commercial, c'est celui qui Mm. gagne le deal. Le deuxième meilleur commercial, c'est celui qui apprend à dire non, à ne pas perdre de temps et à se concentrer sur le deal d'après. Parce que c'est pas important peut-être de signer dans 10 ans, le plus important c'est de signer un nouveau client dans une semaine peut-être. Donc il faut savoir dire non. Et je pense que ce nom, il doit être vraiment au service de la vente. On en a parlé d'ailleurs dans vos réponses. Vous parliez de la relation, garder une relation à long terme avec un client que vous saviez qui était en tout cas quelque chose qui semblait plutôt acquis et pas forcément un défi important pour la plupart des répondants ici. Et je pense que dans l'entretien de cette relation et sur le poste de Key Account Manager, c'est un vrai point d'attention. C'est de savoir dire non, d'être assertif dans les négociations, justement pour recentrer les échanges et le partenariat autour de la vente et de la création de valeur. Et ça passe par savoir dire non. Très souvent. Tip top. Dernier point sur la rémunération. Là aussi, on a passé un palier. On tourne autour de 33 000 à 60 000 euros fixes avec bien sûr 30% de variable puisqu'on a une participation active au chiffre d'affaires de l'entreprise, dans la plupart donc des entreprises. Je vous motive une nouvelle fois à mettre des questions. On en a déjà eu trois dans l'onglet questions-réponses et en plus elles sont très bonnes. On a hâte d'y répondre avec Anaïs, même si merci Camille qui a déjà commencé à traiter quelques-unes de ces curiosités dans le chat. Une deuxième question sur le Key Account Manager. Tu as déjà bien traité la différence avec Account Executive. Là, j'ai envie de parler de stratégie. On parlait de compétences tout à l'heure, mais quelles stratégies les Key Account Managers peuvent justement utiliser pour développer ces comptes clés avec des forts enjeux? On parlait vraiment de cette nécessité de projection stratégique, de créer du besoin sur le long terme, et ça passe vraiment par de l'anticipation finalement. Donc ça passe par une très bonne maîtrise de son client et une connaissance de son client, bien sûr. Je vous donne un exemple. Par exemple, nous chez Upto, on a une approche des comptes clés qui va être de construire une stratégie de recrutement, en tout cas sur les produits recrutement, sur le long terme. Et donc on va pouvoir accompagner des comptes qui ont vraiment cette volonté de s'inscrire sur le long terme avec nous, qui sur une première année vont pouvoir nous confier 5 recrutements, comme 30, comme 40 l'année d'après, jusqu'à 90 pour certains de nos comptes aussi. Et notre but, en fait, et le but d'un Key Account Manager dans ce cadre-là, c'est d'anticiper aussi les changements stratégiques sur le marché du compte, qui ont un impact direct sur notre marché, bien entendu, derrière. Et ça permet de porter des enjeux de croissance qui sont communs. Donc ça, je dirais que c'est quand même vraiment la stratégie à avoir en tête, c'est de porter ces enjeux de croissance communs pour, bah, en tout cas dans notre cas sur le recrutement, avoir les bonnes personnes au bon moment et à la bonne place. En termes de stratégie en tant que telle, pour étoffer tout ça, bien sûr qu'il y a la stratégie de cartographie d'un compte pour comprendre qui fait quoi, qui est décisionnaire aussi, ça c'est très important. On parle de matrice d'influence, Voilà, donc qui ça va peut être motiver les décisionnaires aussi, oui. exactement, modéliser les différentes personnes, quelle est leur influence, à quelle étape du cycle de vente et de la décision aussi. Il y a un vrai rôle de prescription au sein du compte et donc pour ça, il y a des outils, hein. On parle de mapping, on parle de matrice d'influence. Vous pouvez entendre plusieurs termes, mais qui consistent en tout cas à vraiment modéliser un compte. Et ça passe aussi, on peut s'aider par des modules du CRM qui permettent d'élaborer des plans de compte et par compte finalement bah, d'avoir des objectifs associés à court terme, à long terme, et avoir toute l'information en temps réel et au même endroit. Et ça, c'est quand même un outil qui est assez précieux, je trouve. Et puis, bien sûr, après, il y a toute cette notion d'analyse de maturité d'un projet. Donc ça aussi, on utilise des outils, enfin, ce sont des outils, des matrices finalement, qui vont permettre de situer un compte en fonction de sa maturité aussi par rapport à un projet, et donc qui permet derrière, en termes de stratégie, d'associer des points d'étape assez cadrés par rapport à toute cette préparation en amont pour être sûr d'anticiper le besoin, de ne pas arriver en réaction et bah, même côté produit finalement, hein, d'aller chercher des nouveautés potentiellement qui pourraient s'adapter aux besoins long terme du Cette compte. transparence,
Je vais laisser Nice redémarrer la caméra. Ça, on aura du bon contenu pour après, et notamment le replay que vous pourrez retrouver sur YouTube. Cette transparence dans le parcours d'achat, dans le parcours client dont tu parles, et ce partage, cette formalisation du coup de ce parcours d'achat, on en reparlera aussi avec le poste de CSM, à quel point maintenant c'est devenu important de laisser notamment le client autonome, mais bien sûr de formaliser tous ces points d'étape pour être sûr de justement ne pas perdre le poisson qui tire sur la corde. Tu avais Tout une à fait. dernière quote avec un exemple de chez Up2, avec la stratégie que nous on a adoptée chez nous. Oui, bien sûr, c'est vraiment cette notion-là, hein, chez Upto, on travaille vraiment dans la construction long terme, d'autant plus que le marché du recrutement est un marché aussi qui est tendu, hein, ces dernières années. Donc, on a vraiment cette ambition de construire, de co-construire des stratégies et donc nous, finalement, d'adapter aussi nos produits et travailler en interne avec les différentes équipes pour adapter nos produits sur des besoins de nos comptes stratégiques puisque c'est vraiment en fait porter des enjeux de croissance communs, hein, c'est ce qu'on disait. Très clair. Je réponds à une petite question dans le chat à laquelle Camille a déjà répondu. J'apporte un peu plus de contexte et de détails parce que je peux le faire à l'audio. Le replay il sera distribué d'ici quelques jours, une semaine maximum, et il sera accessible entre guillemets éternellement sur notre chaîne YouTube Up2. Vous êtes souvent une centaine minimum, voire parfois 500 à regarder nos Mm, replays de masterclass. Donc on a déjà hâte de vous le distribuer en entier, et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn pour les meilleurs passages de ce webinaire. J'en ai déjà localisé certains. Donc merci Anaïs. super. Je passe à notre sixième poste, notre Ouais. sixième étape. On en parlait justement à l'instant sur la transparence du Mm. parcours d'achat, le CSM. Pourquoi est-ce que le rôle de Customer Success Manager, il est toujours crucial dans le B2B moderne, où on pourrait pourtant penser qu'avec l'IA, le machine learning, les chatbots, donc les chats automatisés de services clients de SAV, pourquoi est-ce que pourtant on a toujours besoin d'un humain et d'un humain très qualifié? Mais tu as raison de le mentionner, hein, ça fait partie de la vente B2B, voire B2C d'ailleurs, de demain, ce côté très tech, IA, digitalisation. Qui est quand même prédominant aujourd'hui. On a un vrai constat, c'est que l'acheteur a vraiment de plus en plus, pardon, envie de se sentir libre dans la mécanique d'achat. Donc ça, c'est un constat qui est fait. Donc, avec un parcours potentiellement digitalisé aussi sur l'achat. Mais par contre, ce qu'on a quand même beaucoup derrière, c'est des acheteurs qui veulent se sentir libres sur l'achat, mais qui, in fine, ont besoin d'expertise, d'être écoutés, d'être compris et d'avoir un vrai suivi derrière qui va se faire potentiellement par de l'humain pour avoir une expertise, une réactivité aussi assez forte. Donc moi, je trouve que, en tout cas, je pense que c'est un rôle qui est crucial parce que son rôle, ça reste d'accompagner le client après la vente et surtout d'assurer en fait une expérience client. L'expérience client, on l'entend partout, le côté UX, quelle qu'elle soit en tout cas. Pour moi, c'est très important et c'est vraiment le rôle du CSM. Et bien sûr qu'on est convaincu chez Upto que l'IA va avoir de plus en plus d'importance, que la tech va prendre aussi de plus en plus d'importance sur beaucoup de tâches pour optimiser le temps. Par contre, pour l'instant, on est aussi convaincu que, en tout cas à grande échelle, la digitalisation, l'IA n'est pas encore prête de mener aussi efficacement qu'un humain certains sujets d'anticipation de détection de signaux faibles chez un prospect qui va vraiment, ou un client, pardon, qui va pas lâcher grand-chose, capable d'empathie et de création du besoin finalement. J'ai repris cette quote sur les signaux faibles. Il doit savoir les détecter et trouver finalement la valeur ajoutée dans ses interactions. Ouais, tout à fait. Et on revient à... Excuse-moi, tu voulais rajouter Je quelque voulais chose? juste rajouter une petite chose, c'est que si je remets ma casquette de project manager, Hmm. finalement, je pense qu'on le voit, c'est un monde qui suit beaucoup de changements dans les mécaniques d'achat. Et je pense qu'être au plus proche de ses clients et d'avoir une fonction qui permet d'être au quotidien au plus proche de ses clients, ben, ça permet finalement de faire vivre un produit dans la durée. Et ça rejoint toute la dimension stratégique, c'est-à-dire d'avoir des retours constants, d'adapter son produit, d'innover sur son produit et ça, pour le coup, c'est quand même une stratégie qui est indispensable, à mon sens, pour la vie d'un produit dans une entreprise. Je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une vraie diaspora, une vraie Mm, différence. J'essaie de trouver le mot qui tombe encore mieux, mais je n'ai pas l'adjectif de rôle dans la vente. Et il y a aussi une grosse différence et une variété dans l'importance qu'ils peuvent avoir selon l'entreprise, selon son produit, selon les clients mm, qu'elle adresse. Et dans le rôle du CSM, qui est en contact direct avec le client, qui est parfois dans un cycle de vente très autonome ou qui est justement parfois dans un cycle de vente pas du tout autonome et qui doit accompagner, parfois en SaaS par exemple, l'installation du produit. Donc, cette vastitude finalement de mission, elle se retrouve dans la rémunération potentielle où là, on a tout à fait. une fourchette assez large. Ouais, tout à fait. Et puis ça dépend aussi de la dimension managériale. Souvent, on a des pôles finalement de CSM
avec une personne qui va piloter, qui va manager plusieurs Mhm. Et CSM ça va tirer aussi. la Et reine vers donc le haut. la rémunération va bien sûr jouer dans ce sens-là. Donc on a volontairement mis des fourchettes très larges, puisque la palette, comme tu le disais, des missions, les écosystèmes, le management ou pas, va vraiment influer sur cette partie rémunération. Très clair. Merci Marwa qui nous dit dans le chat, c'est très intéressant. Merci, donc avec grand plaisir. Euh, c'est Merci un Marc. élément de motivation pendant la présentation. On est toujours sur le rôle de CSM. C'est notre avant-dernier poste. Quelle stratégie est-ce que les CSM, pour le coup, utilisent-ils pour assurer la satisfaction client et comment ils peuvent faire pour la maximiser, justement? Je pense en effet, en tout cas, la manière dont j'ai souhaité l'aborder ici, c'est d'identifier quelles sont les stratégies, en tout cas les grands objectifs à avoir en tête, à mon sens, pour performer sur ce rôle de CSM et assurer une satisfaction client maximale. Le premier, c'est la réactivité, puisqu'on est dans un monde qui va très vite, on l'a compris, et donc nos clients qui ont un humain derrière ont vraiment besoin d'aller vite. S'il y a un suivi CSM derrière, ils ont besoin de réactivité, de réponse à leurs besoins, de suivi quotidien, ou en tout cas vraiment de suivi assez marqué. Et donc pour ça, pour assurer cette réactivité, ce qui est important, c'est de mettre en place finalement des protocoles ou des processus, que ce soit sur, par exemple, des objectifs de délai de réponse, qui permet quand on est dans le cadre d'une équipe, d'avoir aussi des délais de retour qui sont communs, qui sont homogènes et donc qui portent aussi l'image de l'entreprise et l'image de l'équipe CSM. Et la réactivité, bien sûr, ça ne veut pas dire répondre à tout, courir dans tous les sens, apporter 100% des réponses dans l'heure. Mais justement, en termes de stratégie, ben, il y a aussi une dimension un peu de stratégie de lead scoring qu'on retrouve dans la prospection, hein, qui consiste finalement à classer les demandes clients par ordre de priorité. Les priorités, elles se définissent bien sûr en fonction de l'enjeu stratégique du compte, de à quel moment ça arrive dans le cycle de vie du client aussi. Donc, bien sûr, il n'y a pas de réponse absolue pour dire qu'une tâche est prioritaire plutôt qu'une autre. Mais en tout cas, cette stratégie de lead scoring, donc de classification des priorités, elle est assez intéressante pour ne pas perdre le fil. Et quand on parle de ne pas perdre le fil, on parle finalement de temps. Je pense que c'est aussi très important de protocoliser finalement le suivi des clients sur leur durée hein, de vie finalement chez nous, avec des points d'étape clés et pour que chacun de ces points d'étape ait un objectif précis pour le CSM et pour le client, que le client ait vraiment de la création de valeur sur ces points d'étape Tu aussi. disais, la communication en interne, elle a aussi une grande importance dans ce rôle. Complètement. Je pense que c'est un des points les plus importants. Ça passe bien sûr par le feedback bon, client et ce feedback il va être utilisé. Et à mon avis, un des points clés du CSM, c'est la capacité à diffuser, à déployer l'information autour des bonnes parties prenantes. Donc ça passe aussi potentiellement par protocoliser des points d'étape avec les différentes parties prenantes en fonction des comptes pour traiter des sujets et impliquer tout le monde au bon moment. Et justement, ça porte cet enjeu de réactivité dont on parlait tout à l'heure. Très bien. Je voulais te poser une question qu'on a un peu improvisée en préparant justement le webinaire, non pas hier ou la semaine dernière, mais là, juste avant qu'on commence. C'est quoi les outils pour le CSM? On peut parler de ticketing notamment, je crois. Tout à fait, ça rejoint un petit peu cette notion de lead scoring dont on parlait. Il y a des outils qui peuvent aider à ça. Bon, alors bien sûr, il y a le CRM, je pense on l'a traité en long, en large, en travers, hein, qui permet quand même de centraliser l'information sur le client de toutes les différents commerciaux ou points de contact qu'il y aura pu avoir dans l'entreprise. Donc ça, c'est quand même très important. Il y a ces outils de ticketing donc, qui permettent de prioriser, de gérer les demandes. Il y en a plein, hein, Zendesk, Crisp, HelpsOut. Il y en a vraiment plein sur le marché. Donc, je pense que si on tape outils de ticketing, on en trouve plein. Des outils de gestion de projet aussi, puisqu'il y a quand même une casquette de chef de projet pour harmoniser l'information, piloter les différents comptes en fonction des enjeux stratégiques aussi de l'entreprise. Bien sûr, la téléphonie, tout ce qui va permettre d'enregistrer les calls aussi, c'est quand même très intéressant, puisqu'on parle toujours de cette centralisation de l'information du compte au sein de notre propre entreprise et donc de l'équipe commerciale. Et puis, bon, derrière, si on va encore plus loin, il y a des outils d'automatisation des mails, des récurrences de tâches, justement sur cette durée, ces points d'étape dont on parlait qui sont assez protocolisés potentiellement dans un compte. Donc, voilà un petit peu les différents outils, je dirais, qui ressortent chez un CSM. Merci Anaïs pour ce son de cloche digital. Euh,
on passe à vraiment, je vous le disais, à prendre plus de perspectives sur les process de vente. Il nous reste deux postes et il nous reste 5 minutes. On Oui. dépassera peut-être un petit peu et surtout on dépassera pour vos questions. Je crois qu'il y en a déjà quatre. Merci d'ailleurs pour vos questions et vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Je vois qu'il y en a déjà certains d'entre vous qui l'ont fait. On traitera bien sûr les questions avec le plus grand nombre de votes, parce que ça veut dire qu'elles intéressent le plus grand nombre en premier. Je reviens à ce que je disais. Prendre de la perspective sur son cycle de vente, ça passe par des nouvelles fonctions dont on parle aujourd'hui, bien sûr. Et on va d'abord parler d'une qui est plus connue que l'autre, je crois, celle de Sales Ops, celle de Sales Operation Manager. D'abord, comment est-ce qu'un Sales Operations Manager optimise les processus de vente? Mais il faut avoir en tête que le Sales Ops, Sales Operation Manager, c'est vraiment le bras droit des directions commerciales aujourd'hui. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser continuellement, bien sûr, de la data, mais aussi finalement aller dans le détail du process de cycle de vente, mettre le doigt sur ce qui fonctionne bien, sur ce qui fonctionne moins bien. Il va aussi, bien sûr, regarder tout l'aspect pricing. Donc il y a une vraie dimension stratégique finalement sur ce poste qui est à la fois assez opérationnel dans l'analyse de l'existant, de la data aussi, et aussi de l'analyse un peu plus globale marché et pricing en lien finalement avec la stratégie de l'entreprise. Et le Sales Ops Manager, il doit aussi porter finalement ses convictions auprès de la direction sur ces sujets de pricing, sur ces sujets de mise en place de processus, etc. C'est un poste qui doit vous intéresser absolument. Et Camille me fait une bonne réflexion aussi dans le chat. Elle me dit la notion de NPS Bien pour le sûr. CSM de tout à l'heure, mais on y reviendra peut-être un petit peu après. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. C'est quelque chose qu'on fait chez Up2. Le NPS, c'est le Net Promoter Score et ça permet d'avoir un feedback sur ces process. Merci beaucoup Camille, qui est chez Up2 à Nantes et qui connaît bien, je pense, le NPS et le feedback client, très utile pour justement travailler ces process. Tout à fait. Pour revenir au Sales Ops, c'est un poste qui doit vous intéresser pour moi, auquel on va s'accrocher justement une petite minute. C'est notre avant-dernier job à traiter. C'est un marché assez pénurique, le Oui. poste de Sales Ops, puisque bon, j'ai pas envie de dire que c'est à la mode, mais c'est quand même quelque chose qui monte depuis ces 5, 6 dernières années. Oui. Tu as une statistique qui peut le prouver d'ailleurs avec la communauté des Sales Ops, je crois. Ouais, tout à fait. C'est un marché, c'est un métier qui est assez nouveau, qui a émergé sur les 10 dernières années, avec cette volonté des entreprises d'être plus performantes, d'être plus efficaces dans leur processus de vente. Et donc finalement, si on regarde, il y a des communautés, hein, et notamment la communauté Business Operation, qui comptait 200 personnes Ops en 2020 et qui aujourd'hui compte 2000 profils. Donc Ah ça oui. fait un x10 en 4 ans. On voit que c'est une fonction qui est quand même assez plébiscité, qui est quand même assez pénurique, puisque c'est vrai, aujourd'hui, c'est un métier qui n'est pas enseigné à l'école. Il y a une formation qui effectivement a émergé là sur les 2 dernières années, mais ce qu'on constate souvent, c'est que les premiers sales ops sont aujourd'hui directeurs ou managers, recrutent des profils juniors et donc les forment sur ces fonctions de sales ops. Très clair. Et pour revenir justement au package, parce qu'il est aussi intéressant quand on est sales ops, comme c'est un marché pénurique, évidemment, le manque de demande fait que l'offre Mm. peut un petit peu augmenter. On est sur 45 000, pardon, j'ai passé la slide. On est autour de 45 000 jusqu'à parfois, je crois que c'était 80 000, c'est énorme, C'est énorme. comme package global. Et en plus, un profil sur deux ont un variable. Oui. Parce que ça peut dépendre, hein, again. Ça peut dépendre. Encore une fois, c'est une fonction qui est assez nouvelle. Ça dépend vraiment de l'environnement, de la seniorité, du profil, de son parcours, de la dimension managériale aussi. D'accord. Sales Ops Manager sur un package à 80 000, en effet, on estime qu'il y a potentiellement des business analysts, Voilà, un des Sales manager. Ops, des Comme, Sales Enablement Managers dont on va parler aussi tout à l'heure. Donc voilà, il y a aussi la dimension managériale. dont on va parler très très bientôt. Oui, Avant-dernière question, again, Sales Operations Manager, c'est un rôle qui utilise beaucoup de data. C'est quoi oui. donc les principales métriques qui sont utilisées par les Sales Ops? Je veux pas faire de... Il n'y a pas de vérité absolue parce que la réalité, c'est que le Sales Ops Manager va suivre les métriques enfin, qui vont être, en tout cas, regardées par les directions commerciales. Donc, ça va vraiment dépendre des entreprises, encore une fois, même si on retrouve quand même des points communs, bien sûr, sur du chiffre d'affaires, sur de la marge, sur du taux de transformation, sur du nombre de rendez-vous pris, sur de la qualité du CRM, de la data dans le CRM. Toutes ces métriques-là sont assez communes, mais encore une fois, ça va dépendre de l'entreprise. Très clair. Tu en avais évoqué quelques-unes, je les Mm. remets de manière visuelle, mais on passe à cette dernière fonction puisqu'il est déjà midi, mais vous inquiétez pas, il ne reste plus que deux questions avant de traiter vos questions. En quoi consiste le rôle de Sales Enablement Specialist?
Il est quand même assez lié, hein. Ça reste ces fonctions Ops au sens large dont on parlait, qui sont des fonctions assez nouvelles. Son rôle, c'est vraiment de développer l'efficacité des équipes de vente. Donc concrètement, ça va être de développer un vrai parcours de formation, de montée en compétences pour les commerciaux. On parle d'une sorte d'académie en interne. Ça va être de créer des supports justement internes pour une parfaite maîtrise des produits, s'il y a plusieurs gammes ou pas d'ailleurs. Ça va être aussi beaucoup d'analyse en interne, justement des points de douleur avec les ops sur des processus qui sont pas optimisés, sur des gestions d'objections, etc. Pour ensuite ajuster les supports de formation, créer les supports. Donc vraiment, c'est de travailler sur ce côté C'est un marché formation. pénurique aussi, hein, je crois. Ouais. D'ailleurs, chez Upto, on cherche un Sales Enablement Specialist, je crois. Et c'est un package donc assez fort. Again, pas beaucoup de demandes, donc l'offre est bonne. 45 000 à Mm, 75 000 en termes de fourchette. tout à fait. Et d'ailleurs, on va vous partager notre étude des salaires dès à présent. Camille, si tu pouvais leur partager dans le chat, justement, à nos spectateurs, à notre chère audience, notre étude des salaires pour qu'on puisse comme ça vous donner un petit peu accès à tous ces chiffres qu'on récolte chaque année, hein. On interroge des milliers, voire des dizaines de milliers de commerciaux. Donc, merci beaucoup. Le lien que vous avez dans le chat redirige donc vers notre étude des salaires que vous pouvez télécharger et avoir un peu connaissance de toute cette variété, toute cette myriade. Je suis encore dans mes adjectifs du différentiel de data. Et c'est notre toute dernière question maintenant sur le Sales Enablement. Comment est-ce que ce rôle, aujourd'hui, il permet d'améliorer la performance des équipes de vente? On l'a vu, hein, c'est de mettre le doigt très vite, très facilement, en tout cas très rapidement sur les sujets de sous-performance ou de surperformance pour en tirer les bonnes pratiques, pour les dupliquer de manière homogène sur toute une équipe. Quand on voit quand même que 80% des commerciaux quittent leur job, pardon, 25% des commerciaux quittent leur job dans les 2 premiers mois, c'est une stat qui fait quand même froid dans le dos et Mhm. ça montre quand même l'importance de ce parcours d'onboarding, de cette projection sur un plan de formation, sur des compétences aussi. Et puis historiquement, quand même, le métier de Sales Enablement Manager, il a été assumé par les directions commerciales ou par les top performers qui prenaient quand même beaucoup de temps à former de A à Z les commerciaux. Et donc finalement, bah, leur temps n'était pas forcément optimisé puisque ce sont des top performers, donc ils passent mathématiquement un peu moins de temps sur la vente et sur la génération du chiffre d'affaires. Là où aujourd'hui, finalement, cette fonction, elle permet aussi de recentrer l'impact et la valeur ajoutée de ces top performers à des moments précis de la montée en compétences des commerciaux. Et donc, forcément, ça permet d'optimiser l'efficacité aussi commerciale au global. Merci Anaïs, tu as répondu parfaitement à toutes nos questions. Je sais qu'il se fait un petit peu plus tard et je vois que certains d'entre vous, justement, se sont adonnés à d'autres activités. Je sais que votre agenda a été peut-être serré et je vois que l'horaire importe et c'est bien normal. On atteint de plus en plus la fin de ce webinaire. Maintenant, on va s'adonner à vos questions et à vos réponses. J'avais envie d'en traiter une en priorité qui m'intéressait pas mal. Je vais essayer de la retrouver. Pour un profil communication, quel est le meilleur moyen d'entrer dans le domaine de la vente, SDR, BDR ou AE? Bon, la question est ciblée, mais je vais profiter de ça pour vous parler d'un petit contenu bonus que je vous avais préparé au cas où il nous restait du temps. Il n'en reste pas beaucoup, mais c'est pas grave. Je vous rappelle que pour ceux qui doivent s'adonner à notre activité des AE, le replay sera disponible sur YouTube. Il y aura la présentation évidemment avec ce replay. Donc n'hésitez pas à le consulter quand il sera disponible d'ici quelques jours. Donc merci à vous pour votre attention et maintenant on traite donc vos questions-réponses, je le disais. Pour répondre donc à cette première question posée par un spectateur anonyme sur les profils communication, c'est le petit contenu bonus que je vous ai préparé juste ici. Euh, il y a d'autres fonctions qui peuvent faire partie de la machine de vente ou qui sont en tout cas en dessous du Chief Revenue Officer qui donc vise à accroître le revenu et c'est au niveau marketing. Donc ma spécialité, si je puis me permettre. Moi, je suis juste là en contenu et il y a aussi growth et digital. Bon, c'est des vasques hein, qui sont assez larges, mais globalement, le contenu, bah, c'est ce qu'on est en train de vous proposer finalement, un webinar, une vidéo, un podcast qui permettent de donc générer du lead, qui soit tiède, froid ou chaud, comme on en parlait tout à l'heure, qui sera ensuite donc recontacté par les SDR. Ensuite, il y a les profils growth qui vont être là pour travailler par exemple le SEO et cette lead génération autonome donc dans le parcours digital de la vente. Et ensuite, il y a le digital qui contribue aussi à ça. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose sur le digital? Parce que j'avoue que je suis un petit peu perdu sur ce que je pourrais rajouter dans ce dernier vase assez large. Le digital est très large, bien entendu, mais mine de rien, on passe souvent sous silence toutes les équipes tech, dev, qui vont Hmm. participer justement bah, à ce que ça soit joli, à ce que ça fonctionne bien, à ce que ce parcours d'achat il soit fluide pour l'utilisateur. C'est là où tu rentres aussi un peu en jeu, hein, finalement. Bien sûr. Ouais. Et c'est là où il y a l'UX et la conversion sur le site web en elle-même. Quel bouton va convertir? Quel formulaire va convertir les gens le plus?
Donc, en vrai, pour répondre à votre question, spectateur anonyme, je dirais ni SDR ni BDR ou AE quand on est dans la communication, c'est peut-être finalement le contenu ou en tout cas le marketing qui va vous concerner le plus. Par contre, que ce soit SDR, BDR ou AE, bah, SDR et BDR étant un premier palier pour entrer dans la vente, si je peux lui répondre, je pense que c'est bah, plutôt SDR ou BDR qui va aussi. Ça dépend de l'expérience aussi. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des soft skills. Tu as tout à fait raison, Paul-Étienne. Hyper important de se dire qu'aujourd'hui, en tant que recruteur, les entreprises cherchent des soft skills, beaucoup de soft skills. 80% des erreurs de recrutement sont liées, en tout cas, aux soft skills. Et donc, si je devais donner un conseil sur des profils communication qui voudraient mettre un pied dans la vente, c'est surtout finalement d'avoir une vraie affinité à l'approche business, à ce que la communication va pouvoir apporter en termes de ROI sur les ventes. Et c'est souvent ce qui, en tout cas, ce qui fait écho chez nos clients, sur nos recrutements en communication. On en fait des chargés de communication chez Up2. Bah, ce qui fait la différence, c'est cette orientation business. Et donc, si vous voulez faire un premier pas sur la vente, je pense qu'il n'y a pas de, forcément de juste réponse. En effet, SDR va peut-être être un peu plus simple, mais finalement, ça va être par rapport à votre affinité, les soft skills qu'on a évoqués tout à l'heure, sur le côté négociation, sur le côté curiosité, persévérance, vont peut-être vous permettre aussi de vous reconnaître sur un poste plutôt qu'un autre. Et c'est ce qu'il faudra mettre en avant sur l'entretien, à mon sens. Il nous reste quatre questions, n'hésitez pas à en poser. On va rester en ligne jusqu'à 12h15 pour ceux qui ont des questions et comme ça on peut s'adapter un peu à ce que vous recherchez en cadre, bien sûr dans le cadre toujours des nouveaux métiers de la vente. D'ailleurs, je devrais passer cette slide et arriver plutôt à notre slide place à vos questions. Mais j'avais un dernier sondage pour vous, donc une dernière question pour vous. D'ailleurs, je voulais vérifier si on était toujours avec le plus grand nombre, puisque je sais qu'on a atteint un pic à 110. Maintenant, on a perdu un petit peu, bien sûr, je vous le disais, on doit s'adonner à d'autres activités, c'est bien normal. Je vous lance ce dernier sondage simplement histoire d'avoir votre dernier feedback sur le rôle qui peut vous intéresser le plus. Donc il faut que je le relance comme ceci. Normalement, il devrait s'afficher sur vos écrans. Vous êtes maintenant une 4 fois 20, donc 80, et j'attends vos réponses. Bon, là, il y a évidemment encore un choix unique. Juste par curiosité, quel rôle vous intéresse le plus? Pour vous spoiler un tout petit peu, ça va être autour de Customer Success et de CAM pour le moment. Ce qui Voilà, on corrobore est pas mal, du 85, coup. j'attends 50% de réponses. Donc voilà, on a déjà une quarantaine de réponses. Déjà 50, ben merci d'être aussi actif et je vous remercie aussi pour vos compliments via le chat. Normalement, ils viennent plutôt à la fin des webinaires et là, tout au long du webinaire, vous avez été extrêmement motivant. Donc je vous remercie. C'est un plaisir pour Anaïs et pour moi. Oui. Je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Vous allez voir, c'est pas vraiment kiff-kiff comme on dit, c'est plutôt Customer Success Manager qui va remporter la palme et Key Account Manager qui va être juste derrière. Sales Enablement Specialist, ça confirme finalement cette pénurie qu'on avait et Account Executive qui se retrouve en troisième position. Voilà, j'arrête le partage des résultats et on se reconcentre donc sur notre dernière slide et notre dernière partie de ce webinaire, répondre à vos questions. Il y en avait 5 au total, on en a déjà répondu à une et on vient d'en poser une nouvelle et elles sont triées par le plus grand nombre de votes favorables. Donc là, la prochaine question, c'est celle de Sébastien qui nous Mhm. demande s'il est possible d'avoir un poste commercial typiquement lié sur le suivi de contrats signés, le beurre et l'argent du beurre, Sébastien, et le suivi d'appels d'offres. Donc ça, c'est un petit peu plus différent. Si oui, quel serait l'intitulé du poste AE? J'ai une petite idée, si je peux Vas-y, je introduire t'en et tu me prie. dis si tu as un truc à ajouter. Le suivi d'appels d'offres, c'est souvent sur les marchés publics. Donc, il y a souvent des commerciaux, par exemple, qui sont concentrés sur le suivi d'offres dans le marché public. On en a reçu, par exemple, Doctolib sur une masterclass qui était axée sur la gestion de la vente complexe en octobre. Donc, je vous invite à regarder cette masterclass. Je crois que c'était la masterclass numéro 8 avec un vendeur de Doctolib grand compte et donc chargé de vente publique. Et c'est un objectif pour l'année prochaine d'avoir quelqu'un d'Oracle en vente publique. Donc, pour le suivi d'appels d'offres, ça peut être ça. Bon, bien sûr, il y a des entreprises privées qui font des appels d'offres aussi. Mais par contre, Annelies, si je peux te renvoyer la patate chaude sur le suivi de contrats signés, je ne sais pas si ça existe, les AE qui suivent des contrats signés, est-ce que c'est pas plutôt les CSM? Tout dépend encore une fois de l'organisation du secteur d'activité. C'est une très bonne question et d'où l'importance d'aller voir la fiche de poste aussi. Il est vrai que plus une entreprise est importante, en général, plus le poste est segmenté et donc moins il y a de polyvalence aussi. Donc sur ce côté, finalement, suivi d'appel d'offres, suivi de contrats signés, en effet, on est quand même plutôt sur de la gestion de compte. Ça peut, dans certaines entreprises, être un poste de CSM comme un poste d'account manager, même s'il y a quand même de la négociation et de la vente sur les postes d'account manager en général. Donc j'orienterais plus ça sur un poste peut-être CSM en fonction des entreprises. Et aussi, on a quand même pas mal de chargés d'affaires dans les métiers de l'industrie notamment, qui vont être vraiment sur cette notion finalement de suivi de l'évangélisation d'appels d'offres. Les account
account manager aussi, on parlait de la grande, enfin, dans la grande distribution, il y a plein de spécificités. Et par exemple, un CAM dans la grande distribution va être la personne qui va aller négocier annuellement un contrat cadre et qui va ensuite être en charge de déployer, faire vivre ces contrats cadres par le biais de chefs de secteur, de VRP, etc. Donc, il y a des fonctions qui arrivent suite à la vente. Et le but, c'est vraiment d'évangéliser. Ça dépend en termes d'intitulé des entreprises, des secteurs d'activité. Le meilleur moyen de s'en assurer, c'est d'aller regarder l'émission dans le détail finalement. Bien sûr. Merci Anaïs pour cette réponse exhaustive une nouvelle fois. Question de Frédéric. Pensez-vous, alors là j'ai un peu du mal à la comprendre, on va voir si on peut la traiter. Pensez-vous que le poste de Product Genius peut être le remplacement d'un poste de vendeur? C'est quoi le poste de Product Genius? Est-ce que c'est un poste de Product Manager? Ça me dit rien. J'ai un doute, puisqu'on a pas mal vu l'intitulé de Product Genius dans l'automobile notamment, où il s'agit d'une personne qui va accueillir le client finalement et qui va l'accompagner jusqu'à la livraison de son véhicule. Nous, on le voit pas mal sur ces postes-là. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Est-ce que c'est d'un rôle plutôt Product Manager? Petit doute sur la question de Frédéric, pour le coup. Bah, en fait, je crois que c'est vraiment, je suis en train de regarder pour essayer d'y répondre. J'ai juste besoin de cette définition sur le Product Genius. C'est pas un terme avec lequel j'ai été habitué. Je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus d'ingénieur. C'est C'est beaucoup plus basé sur la technique. Donc, il faut peut-être justement faire cette conversion un peu plus business, comme on le disait. Je pense que le poste de Product Genius, si j'ai bien compris sur Internet, là, je viens de regarder à l'instant pour avoir la définition du terme que vous avez utilisé, Frédéric. Je pense que ça concerne donc quelque chose de beaucoup plus technique possible. et de moins commercial. Peut-être que c'est un petit peu au-dessus, donc on va s'orienter vers un poste d'ingénieur commercial ou peut-être d'account exécutif spécialisé sur une industrie et du coup une proposition de valeur et un écosystème en particulier. Ou alors, cette définition très technique, effectivement, si c'est ce que vous vouliez évoquer. Et donc, je pense qu'en effet, le futur, en tout cas, de la vente, ça va être d'être très à l'aise avec toutes les nouvelles technologies, de comprendre quel est l'impact que ça pourra avoir. Et toujours, je pense, de raisonner dans comment la tech va pouvoir maximiser ma performance, mon ROI au quotidien, et comment moi, en tant qu'humain, je vais réussir à créer de la valeur sur les interactions de clients. Donc, l'intitulé vendeur, est-ce qu'il existera toujours? C'est une très bonne question. Mais je pense que, en tout cas, il y a un vrai sujet sur le bon équilibre. Et je suis persuadée que l'humain gardera toujours sa place dans un processus d'achat, demain, notamment sur de la vente B2B et de la vente complexe. Parfait. Je vois que vous avez des questions toujours dans le chat. Euh, je vous invite à poser vos questions, comme je vous l'ai dit au début du webinaire, dans l'onglet questions et réponses pour que tout le monde puisse voter pour les questions qui les intéressent le plus et qu'on puisse en traiter le plus grand nombre. Il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup aussi de remerciements, donc merci à vous tous. N'oubliez pas l'onglet questions et réponses pour vos questions. Je passe à la question de spectateur anonyme une nouvelle fois. Qu'en est-il des profils de postes de type indépendant ou freelance? Alors, j'ai ma petite idée pour avoir travaillé dans des entreprises avec beaucoup de freelance. Ben, là, on l'a pas traité aujourd'hui, mais un freelance, ça peut être un sales ops. Il y a des entreprises qui y font appel. Il y a un freelance, ça peut être un commercial terrain, ça peut être un SDR, un BDR. Enfin, c'est très large, hein. Oui, oui, il y en a toujours, bien sûr. La freelance, il y a eu une vraie tendance sur la partie freelance, je pense, ces 5 dernières années, plutôt sur des fonctions quand même de consultant, donc d'analyste, de business analyst aussi, un petit peu de la partie ops. Mais ce qu'on constate quand même chez les entreprises, c'est un vrai souhait d'internaliser en général cette ressource pour être au plus proche des équipes, avoir une très bonne compréhension des enjeux stratégiques aussi. En revanche, bien sûr que dans certains secteurs d'activité, on a encore beaucoup de profils VRP, d'argent multicarte à proprement parler sur les postes de commerciaux terrain dont on parlait, qui restent une part importante des équipes, mais plutôt sur des grands groupes en général, et qui vont vendre des portefeuilles de produits assez simples avec un large catalogue. Très clair. J'en profite pour répondre rapidement à une question dans le chat que je vois revenir plusieurs fois de Myriam. C'est un peu moins dans le thème, c'est comment réussir un entretien, comment justifier pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas vraiment dans le thème, donc je la traite très rapidement. Il y a une vidéo qu'on a faite qui s'appelle Pourquoi vous ou comment réussir un entretien sur notre chaîne YouTube. Donc tapez simplement comment réussir un entretien up to sur YouTube et vous aurez la réponse. Donc merci à vous. Arnaud, je vois que vous avez profité du webinaire et en plus on va répondre à votre question si vous avez encore une petite minute. Si vous avez le nom de l'école qui peut former des futurs sales ops, je suis preneur. Alors évidemment, dans beaucoup d'écoles de commerce qui se sont fait une spécialité d'être plutôt des écoles de management que des écoles finalement de commerciaux, vous avez des formations de sales ops et je pense aussi à des écoles de vente. Chez Up2, on propose évidemment des formations dans ce cadre-là. Il y a d'autres écoles de vente qui s'adressent plus, par exemple, aux étudiants, hein, moins aux entreprises qui sont donc plus B2C que B2B. Je
pense notamment à Rocket School. Donc, n'hésitez pas à regarder un peu ça, mais pour ce qui est du B2B, bien sûr, il faut faire appel à Up2. Est-ce que tu as un autre exemple que Ouais, les écoles de ouais, bien commerce sûr. et les écoles un peu privées? Yes, une formation qui a émergé, celle dont on parlait tout à l'heure, c'est Albus. Je ne m'avance pas du tout sur le contenu, pour le coup, j'ai pas du tout passé cette formation, mais en tout cas sur la communauté des Sales Ops, je l'ai vu pas mal passer. Et donc en effet, c'est un petit peu la formation dédiée sur la partie Ops qu'on a pu constater là ces derniers mois, ces dernières années. Merci Anaïs et Moudjar qui nous remercie pour la réponse qu'on a apportée à sa question. Je pense que c'était donc l'un des spectateurs anonymes, comme je ne l'avais pas vu dans les questions. Alors, il y a beaucoup de questions et de réponses. Il est déjà midi 15. Je vais essayer de les trier moi-même pour essayer de voir laquelle peut apporter un peu le plus de valeur ajoutée. Et on va se dire qu'on en traite encore deux et qu'ensuite on se retrouvera sur le replay ou sur le LinkedIn d'Anaïs ou sur mon Avec LinkedIn si plaisir. vous avez une question un peu moins technique, un peu moins axée vente, parce que comme vous pouvez le voir, c'est elle l'experte. Alors, sales manager sur un marché international, une équipe éparpillée dans le monde et à distance, ça marche des retours d'expérience. Bon, je suis désolé, Elias, mais c'est pas tellement en lien avec notre webinaire et les nouveaux métiers de la vente, mais n'hésitez pas à me poser la question sur LinkedIn. Pour un profil plutôt négociation et sans trop de prospection, il faut rechercher quel type de poste? Bah ça, Sébastien, c'est une super question sur les nouveaux métiers. Une deuxième très bonne question. Bon, là, on est plus sur AM et CAM, Account non? manager, voir qui account manager. Si c'est un premier poste, le poste de key account manager sera peut-être moins accessible. Mais en effet, toute la partie account management va vraiment être sur de la négociation, donc de la vente bien sûr, sans en général le côté prospection qui va plutôt sur les postes d'account exécutif, voire SDR ou BDR. Très clair. On a déjà répondu un peu à la question freelance. Hop, là aussi, une question un peu moins. Et le CRO, son rôle, sa compétence. Très bonne question, Elias. Vous l'avez bien remarqué, le CRO, c'est le Chief Revenue Officer, qui est tout en haut de l'organigramme. J'en ai reçu beaucoup sur le podcast Vive la vente d'Up2, notamment cette saison Nestlé Waters, Lemonway. Et la saison prochaine, on a SNCF qui vient sur le podcast. Donc, n'hésitez pas à suivre Vive la vente, le podcast en ligne. Vous tapez Vive la vente Up2, pareil, ça reviendra très vite, puisqu'on a des très bonnes personnes en digital qui travaillent le SEO du podcast. Je reviens à votre question et je parle un peu moins vite, le CRO, donc le Chief Revenue Officer, c'est un poste qui va maintenant un peu remplacer, voire aller au-dessus dans pas mal d'organisations du directeur commercial et qui va gérer donc tout ce scope du commercial, SDR, BDR, à l'équipe marketing afin de pouvoir générer le plus de revenus possible. Anaïs, est-ce que tu as quelque chose à apporter? Non, je dirais que ça va tout à fait. C'est une très bonne question et ça appuie finalement cette notion d'importance, de synergie entre les équipes vente et les équipes marketing, puisque avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on voit bien que la digitalisation, est très importante et que le marketing a une place intégrante dans les ventes d'une entreprise. Une dernière question et ensuite on se quittera pour le poste d'ingénieur commercial. Quelles sont les compétences et les soft skills recherchés? En plus, merci Aurélie, c'est une excellente question. Merci Aurélie. Tout va dépendre bien sûr de l'entreprise, mais sur un poste d'ingénieur commercial, je pense qu'il y a une vraie notion de curiosité, puisque souvent on a une partie assez technique sur ce poste-là, donc une capacité à s'intéresser aux différents produits, aux interlocuteurs qui vont d'ailleurs très souvent être techniques. Bien sûr, une capacité d'adaptabilité pour à la fois échanger avec un acheteur comme avec un ingénieur comme un responsable de production, peu importe en fonction du domaine dans lequel vous allez travailler. Et puis, à mon sens, il y a vraiment ce côté, bien sûr, d'évangélisation, de prescription. Donc, ce travail-là, on sait que les profils techniques vont vraiment aussi se baser sur la confiance, sur avoir quelqu'un qui comprend et qui montre une maîtrise, en tout cas, de son environnement. Donc, il y a cette partie technique, curiosité, adaptabilité qui est importante. Et derrière, bien sûr, il y a la partie négociation. Il y a la partie closing, puisque c'est aussi créer de la valeur, créer un besoin chez cet interlocuteur et la maîtrise finalement quand même des fondamentaux de la vente, que ce soit sur de la découverte, sur creuser des enjeux, sur savoir mener une négociation avec des contreparties et puis sur mener un closing efficace aussi derrière. Merci Anaïs pour toutes ces réponses. Merci à vous pour toutes vos questions. On en a eu pas mal. On a essayé de répondre au maximum. Et d'ailleurs, on a répondu à toutes les questions que vous nous aviez posées. Merci aussi à tous vos retours dans le chat. Je sais qu'on était à un moment 110 et maintenant on est un peu moins 60, mais c'est quand même extraordinaire de vous avoir gardé entre guillemets aussi longtemps. Merci pour tous vos retours, si je ne l'ai pas déjà dit. Et quand même, tu le mérites. Et je vais attendre comme ça ma dernière et dixième fois. Merci vraiment beaucoup. C'était Merci à un toi. plaisir de préparer ce webinaire avec toi, que ce soit lors de nos deux points de préparation en affinant les questions pour justement avoir les meilleures réponses possibles pour chacun de ces postes. Et on se retrouve en replay
dans quelques jours sur notre chaîne YouTube. Il vous sera pas forcément envoyé automatiquement par mail si on n'a pas votre email. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube. Si vous ne l'avez pas tout de suite, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn, bien sûr. On partagera aussi des extraits de ce webinaire sur notre LinkedIn. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas. Merci énormément aussi à Camille. Qui est à Nantes et qui gère donc ce chat de là-bas, qui est un excellent à toucher up to, pas forcément normalement au niveau du chat, mais qui nous a fait le plaisir de gérer ça aujourd'hui. Donc merci beaucoup à toi. Et Eugen, merci pour tous vos retours. Je profite un petit peu de vos compliments et ensuite on va mettre fin au webinaire et je pense que tout le monde ira déjeuner, sauf si vous êtes sur un autre fuseau horaire. Merci à tous. Hop là, je profite encore un petit peu des messages avant Allez, de on mettre fin au profite. webinaire. Merci à tous hein, pour tous vos retours. Et comme le disait Camille, absolument, vive la vente, c'est le nom de notre podcast et ce sera le fin mot de cette histoire. On se retrouve à la rentrée pour de nouveaux webinaires, de nouveaux podcasts, de nouveaux contenus. Je vous dis à très bientôt et encore merci Anaïs. Merci à toi. Merci à tous.